Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez incroyable, je trouve, celle de Benin City. Oui, l'ancienne Edo, c'est ça, dans ce qui est aujourd'hui le sud du Nigeria. Exactement. Et on a plusieurs sources, des documents, des récits historiques qui nous parlent d'une cité médiévale ouest-africaine qui avait l'air vraiment extraordinaire. Oui, mais dont on parle très peu finalement. Elle est largement méconnue. C'est ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est un peu d'explorer ensemble sa structure, sa société, son art aussi, et puis de comprendre pourquoi une ville aussi développée a pu comme ça presque disparaître de la mémoire collective. Et pour démarrer, il y a un truc qui saute aux yeux tout de suite dans les sources, c'est l'échelle de ces fortifications. C'est colossal, non? Ah oui, absolument. C'est même difficile à imaginer aujourd'hui. Si on regarde les estimations, par exemple celle de Fred Pierce pour le New Scientist, Oui, elles se basent sur des études archéologiques et elles parlent d'un réseau de murs, de fossés, qui s'étendrait sur environ 16 000 kilomètres. 16 000. C'est, c'est énorme. C'est énorme. Et attention, ce n'est pas une seule muraille comme la Grande Muraille de Chine, hein. C'est plutôt une espèce d'immense mosaïque, avec plus de 500 limites de villages ou de communautés, toutes reliées entre elles. D'accord. Et ça couvrait une surface de 6500 km². D'ailleurs, le livre Guinness des records, en 1974 je crois, avait même avancé que c'était potentiellement 4 fois plus long que la Grande Muraille. 4 fois plus long. C'est juste ahurissant. Et on imagine la main-d'œuvre qu'il a fallu pour construire ça. Bah justement, Pierce estime ça à environ 150 millions d'heures de travail, de creusement hein, uniquement. 150 millions d'heures. Oui, réalisé entièrement par le peuple d'eau, sans aucune machine évidemment. C'est pour ça qu'il dit que c'est peut-être le plus grand phénomène archéologique unique sur la planète. C'est fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que vous disiez qu'aujourd'hui, Bah voilà. Aujourd'hui, sur place, il ne reste quasiment plus rien de visible. Aucune trace ou presque de ces travaux gigantesques. une disparition quasi complète. C'est incroyable. Bon, au-delà de cette échelle défensive et on imagine aussi organisationnelle, comment la ville elle-même, à l'intérieur, était structurée? Alors, la ville est effectivement bien protégée, hein, des remparts massifs au sud, des fossés très profonds au nord. Mais l'intérieur était tout aussi remarquable. Ce qui est vraiment fascinant, et ça c'est un point que soulève notamment Ron Eglage, Celui qui a travaillé sur les fractales africaines. exactement. Il explique que la planification de la ville, et même des villages autour, ça ne semblait pas du tout fait au hasard. Au contraire, ça suivait des règles assez précises de symétrie, de proportionnalité, de répétition. Des fractales, vous disiez? C'est-à-dire comme un flocon de neige où le motif se répète? C'est tout à fait ça. L'idée, c'est que la même forme de base se retrouve à différentes échelles. Eglage pense que Benecity a été conçu comme ça, intentionnellement. Ah oui. Oui, on retrouverait des formes similaires dans la disposition des pièces d'une maison, puis dans la structure de la maison elle-même, et encore dans la façon dont les maisons sont groupées pour former un quartier. Des motifs qui se répètent, de manière mathématiquement prévisible. Une sorte de logique mathématique intégrée à l'urbanisme. C'est assez poussé. Et ça devait être drôlement contrasté avec l'image que les premiers Européens se faisaient de l'architecture africaine, non? Ah bah complètement. Eglash insiste beaucoup là-dessus. Les Européens qui sont arrivés, ils ont souvent décrit ça comme désorganisé, voire primitif. Forcément, ça ne ressemblait pas à leur ville. Voilà. L'idée qu'il puisse y avoir derrière une forme de mathématiques assez complexe, qu'eux-mêmes commençaient à peine à explorer, ça leur était probablement totalement étranger. Ça oblige vraiment à revoir nos idées sur ce qui est développé ou sophistiqué, hein. Tout à fait. Et concrètement, dans les rues, les bâtiments, comment ça se traduisait cet urbanisme avancé? Alors, le cœur de la ville, c'était la cour du roi, l'Oba. Hmm, C'était le centre. Et de là, il y avait une trentaine de rues principales qui partaient. 30 rues? Oui. Et elles sont décrites comme très droites et surtout très larges. On parle d'environ 36 mètres de large. 36 mètres? C'est énorme pour l'époque. C'est énorme. Et ces grandes artères, elles se croisaient à angle droit. Donc ça formait une sorte de quadrillage. Et il y a un détail technique intéressant. Oui. Elles avaient un système de drainage pour l'eau, de pluie. Une sorte de canal central un peu en contrebas, comme un impluvium, avec une pente pour que l'eau s'évacue. Un système de drainage intégré dans des rues aussi larges et droites, ça montre quand même une planification urbaine très, très réfléchie, hein? Tout à fait. Et à côté de ces grandes avenues, il y avait bien sûr tout un réseau de rues secondaires plus étroites. Les sources mentionnent aussi un truc un peu curieux. Ah oui. Quoi donc? Apparemment, on laissait pousser de l'herbe au milieu des grandes rues.
sans doute pour que les animaux puissent passer plus facilement. Intéressant. Et il y a aussi cette histoire incroyable d'éclairage public. J'avoue que j'ai du mal à y croire pour une cité médiévale. Et pourtant, les descriptions existent. Il semble bien que Benin City ait eu l'un des tout premiers systèmes d'éclairage public qu'on connaisse, Mais comment ça fonctionnait? avec d'énormes lampes en métal qui faisaient plusieurs mètres de haut. Elles étaient installées à différents endroits, surtout près du palais du roi. Et elles brûlaient de l'huile de palme avec de grosses mèches qu'on allumait la nuit. Pour éclairer la circulation nocturne? Exactement. On est très loin de l'image qu'on a souvent des villes médiévales européennes plongées dans le noir complet, hein. C'est incroyable. C'est vraiment stupéfiant. Et est-ce que cette organisation, cette modernité, on l'a retrouvée aussi dans la vie quotidienne, dans la société? Qu'en disaient les visiteurs étrangers? Alors là, les témoignages européens sont assez parlants. Prenez celui d'un capitaine portugais, Lourenço Pinto. Il visite la ville en 1691. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit, je cite, en substance, « Le Grand Bénin est plus grand que Lisbonne. Toutes les rues sont droites, à perte de vue. Les maisons sont grandes, surtout celles du roi, richement décorées, avec de belles colonnes. La ville est riche et industrieuse. » Et il ajoute un truc incroyable. Quoi donc? Elle est si bien gouvernée que le volier inconnu et les gens vivent dans une telle sécurité qu'ils n'ont pas de porte à leur maison. Pas de porte à leur maison. Waouh! Ça marque. Ça suggère un niveau de confiance sociale, de sécurité, assez exceptionnel quand même. Oui, c'est très fort. Parce que quand on entend ça, on pense forcément aux grandes villes européennes de la même époque. Londres, Paris. Bah oui, le contraste est assez saisissant, sans vouloir faire le caricature, hein, mais si on lit les descriptions de Londres à cette période, comme celle qu'analyse Bruce Holsinger, on parle plutôt de vol, de violence, de corruption, un environnement bien moins sûr que ce que décrit Pinto pour Benin City. Donc si le témoignage de Pinto est juste, ça indique un ordre civique vraiment remarquable. Tout à fait. Et les maisons elles-mêmes, au-delà du fait qu'elles n'avaient pas de porte, on a des descriptions plus précises. Oui, on a un autre visiteur, un Hollandais cette fois, Olfert Dapper, au XVIIe siècle, qui donne pas mal de détails. Il décrit des maisons construites en bon ordre, bien alignées le long des rues, assez proches les unes des autres. D'accord. Souvent avec des pions, des marches. Les maisons des notables surtout étaient grandes, avec de longues galeries à l'intérieur, plusieurs pièces séparées par des murs en argile rouge. Et il précise que ces murs étaient très bien érigés. Et il insiste sur la qualité donc, hein. Oui, et même sur la finition. Il note que les murs des maisons des riches étaient enduits et polis avec tellement de soin qu'ils devenaient, je cite encore de mémoire, brillants et lisses. Comme n'importe quel mur en Hollande peut l'être avec de la chaux, et ils sont comme des miroirs. Comme des miroirs. On imagine le travail. Oui, et les étages étaient faits avec la même argile. Autre détail qui montre un certain niveau de confort et d'hygiène. Chaque maison avait son propre puits pour avoir de l'eau douce. Impressionnant. Les sources parlent aussi d'une organisation interne particulière pour ces maisons. Effectivement, souvent, les maisons familiales étaient divisées en 3 parties. Il y avait une partie centrale pour le chef de famille, qui donnait sur la rue. Puis, sur un côté, les quartiers pour les épouses, ça s'appelait Odukiri. Odukiri, d'accord. Et de l'autre côté, les quartiers pour les jeunes hommes de la famille, les Yekokbe. Ça reflète sans doute une structure sociale et familiale très codifiée. Et l'ambiance dans les rues, on arrive à se la représenter? Les descriptions évoquent des rues très animées, avec beaucoup de monde. Les gens étaient habillés avec des couleurs vives, du blanc, du jaune, du bleu, du vert. Ça devait être coloré, hein? Oui. Et il y avait des sortes de fonctionnaires, les capitaines de la ville, qui agissaient comme des juges. Ils organisaient des débats publics dans les galeries des maisons, ils réglaient les petits conflits, par exemple sur les marchés. D'accord. Donc, l'impression générale qui ressort, c'est vraiment celle d'une ville ordonnée, prospère, où le crime, la misère, semblaient rares. Les habitants sont décrits comme courtois, honnêtes, le tout dirigé par une administration qui paraissait centralisée et efficace. Une société complexe, bien organisée et visiblement riche. J'imagine que ça a dû s'exprimer aussi à travers l'art. Ah oui, énormément. L'art n'était pas juste décoratif, il était vraiment partout, intégré à la ville elle-même. La cité était divisée en 11 grands quartiers. 11 quartiers. Et chacun était conçu un peu comme une réplique miniature de la cour du roi, avec des grands complexes qui comprenaient les logements, mais aussi les ateliers des artisans, des bâtiments publics. Tout ça interconnecté, oui. Oui, par plein de portes, de passages, et les sources insistent, tout était richement décoré. L'art faisait vraiment partie du paysage urbain quotidien. Et ça ressemblait à quoi, cette décoration omniprésente? Par exemple,
Les murs extérieurs, les murs des cours, des grandes maisons, étaient souvent ornés de motifs en relief, sculptés directement dans l'argile encore humide. Des motifs horizontaux. Ah oui, les abènes, c'est ça. Exactement, ces bandes décoratives en saillé. Mais il pouvait aussi y avoir des sculptures figuratives en argile, hein. Des animaux, des guerriers, des symboles de pouvoir. On imagine l'effet avec le soleil dessus, les jeux d'ombre et de lumière. Ça devait être magnifique. Certains récits disent même qu'ils incrustaient parfois des petits cailloux ou des éclats de mica dans l'argile pour que ça brille. Et puis, il y a les fameux bronzes du Bénin, évidemment, ceux qu'on connaît le mieux aujourd'hui. Ils étaient où exactement dans la cité? Alors, eux, on les trouvait surtout à l'intérieur des palais et chez les nobles. Les piliers qui soutenaient les toits, dans les galeries, les salles importantes, étaient souvent recouverts de plaques de bronze sculptées. Des plaques qui racontaient des histoires. Elles, les exploits des rois passés, les obas, et des nobles. Et il faut savoir que ce soutien des rois et des nobles aux artisans bronziers, ça a commencé très tôt, hein, dès le XIIe siècle, Bien avant la Renaissance en Europe, donc. largement avant. Et la qualité de ces bronzes, elle a stupéfié les experts européens bien plus tard, c'est ça, Ah hein? oui, complètement. Il y a cette citation célèbre du professeur Félix von Luschan du musée ethnologique de Berlin, fin 19e, début 20e siècle, quand les bronzes arrivent en Europe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en substance, ces œuvres du Bénin sont égales aux plus beaux exemples de la technique de fonte européenne. Benvenuto Cellini, le grand artiste de la Renaissance, n'aurait pas pu faire mieux. Personne n'aurait pu. Techniquement, ces bronzes représentent le plus haut niveau de réalisation possible. C'est une reconnaissance incroyable du savoir-faire des artistes Edo. Absolument. On comprend mieux pourquoi les premiers Européens, les Portugais, quand ils arrivent en 1485, ont été si intenés, si marqués. Cette richesse, cette beauté artistique et cette magnificence, ça a dû les impressionner fortement. Oui. Et cette admiration, elle a vite mené à du commerce. Les Européens voulaient de l'ivoire, de l'huile de palme, du poivre. Et le royaume du Bénin, eux, ils étaient intéressés par les produits européens, et notamment les armes à feu. Du coup, la réputation de Benin City comme capitale riche et sophistiquée s'est répandue en Europe assez vite, dès le début du XVIe siècle. Ça a attiré d'autres visiteurs et ça a généré tous ces témoignages élogieux dont on a parlé. Mais cette admiration, ce commerce, ça a aussi été le début de la fin d'une certaine manière. Le début d'une période plus sombre qui a mené au déclin. C'est un peu le paradoxe, oui. Le déclin de la puissance du royaume semble commencer dès le XVe siècle en fait, même si la ville reste très impressionnante pendant encore des siècles. Les causes sont sûrement complexes. Des luttes internes peut-être. Oui, des luttes de pouvoir à l'intérieur de l'Empire, mais aussi l'arrivée et l'influence croissante des Européens dans la région. Et puis il y a l'impact terrible de la traite des esclaves sur toute la côte. Même si le Bénin n'y a pas participé autant que d'autres. Le royaume du Bénin a eu une participation plus limitée et contrôlée pendant un temps, c'est vrai. Mais la pression de ce commerce à ses frontières, sur les royaumes voisins, ça a forcément eu un effet déstabilisateur et a contribué à fragiliser l'ensemble à terme. Et comment cette longue histoire s'est-elle terminée finalement? La fin a été très brutale, et assez récente en fait. C'était en 1897. Il y a eu un incident diplomatique et commercial, et les Britanniques ont lancé ce qu'ils ont appelé une expédition punitive. Une expédition militaire? Oui, contre Benin City. La ville a été prise, et là, les soldats britanniques ont pillé systématiquement tous les trésors artistiques. Des milliers de pièces ont été emportées, les plaques de bronze, les têtes commémoratives. Les fameux bronzes dont on parle encore aujourd'hui. Voilà. Et après le pillage, la ville elle-même a été en grande partie détruite, incendiée, dynamitée. C'est d'ailleurs intéressant, l'auteur d'une des sources qu'on a lues raconte que ses propres arrière-grands-parents, qui étaient médecins du roi, ont dû s'enfuir à ce moment-là. Une destruction méthodique. C'est terrible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste sur le site même? C'est ça le plus triste peut-être. Il y a une ville moderne, Benin City, qui s'est reconstruite au même endroit, mais de l'ancienne cité, de ses murs immenses, de ses palais, il ne reste quasiment rien. Rien n'a été préservé? Très peu. Les ruines n'ont pas été conservées, elles ne sont même pas indiquées aux touristes ou aux visiteurs. Les grands remparts, les fossés, ils ont quasiment disparu, effacés par le temps, l'agriculture, la ville moderne qui a poussé dessus. C'est comme si on avait voulu effacer ce passé. Volontairement ou involontairement, oui, c'est un peu l'impression. Il n'y a vraiment aucune trace visible alors. Rien auquel se raccrocher. Il y aurait peut-être une seule exception. Une maison dans un quartier qui s'appelle Obasakjan. C'est la maison du chef Enoji Aikorioji. Ah oui.
Et elle date de quand? On pense qu'elle a été construite dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc juste avant la destruction, ou peut-être même pendant. Et ce qui est intéressant, c'est son architecture. Elle ressemble aux descriptions anciennes? Oui, elle a des murs avec ces fameuses cannelures horizontales, les agbennes. Elle a des piliers qui soutiennent le toit, un impluvium au centre pour l'eau, des décorations sculptées. Ça correspond vraiment aux descriptions qu'on a de l'architecture de Benin City avant 1897. C'est peut-être la seule survivante. Une unique maison comme dernier témoin. C'est mince. Et pendant ce temps, les chefs-d'œuvre, eux, sont à des milliers de kilomètres. C'est toute l'ironie tragique, oui. Pour voir la splendeur artistique de l'ancien Bénin, les bronzes, il faut aller où? Au British Museum à Londres, principalement, ou dans d'autres grands musées en Europe ou aux États-Unis. C'est quand même fou. Oui. L'auteur de la source cite la réflexion un peu amère d'un Nigérien qui disait « Imaginez le potentiel touristique, culturel, si ce patrimoine était resté sur place, s'il avait été préservé, qu'est-ce que ça serait devenu si ça avait été ailleurs, dans un pays qui aurait eu les moyens ou la volonté de le valoriser ?» Oui, on ne peut qu'être d'accord. C'est une perte immense. Si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a vu, Benin City, c'était donc une capitale médiévale incroyablement sophistiquée, non? Oui, vraiment. Une planification urbaine très avancée avec ses idées de fractal, des infrastructures comme le drainage, l'éclairage public. Une richesse artistique exceptionnelle, on l'a vu. Absolument. Et ces terrassements monumentaux, parmi les plus grands du monde, c'était clairement un pôle de développement majeur en Afrique de l'Ouest, bien avant la colonisation. Et sa destruction, puis sa quasi-disparition de la mémoire, c'est une perte énorme, pas juste pour le Nigeria, mais pour tout le monde en fait. Tout à fait. Et ce qui est frappant, c'est ce contraste incroyable entre les récits des témoins de l'époque, qui étaient éblouis, et le fait qu'aujourd'hui, sur place, il n'y a presque plus rien. C'est une histoire qui a été brutalement interrompue, mais aussi effacée. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour réfléchir après notre discussion. Qu'est-ce que ça nous dit, l'effacement d'une ville aussi importante, sur la façon dont on écrit l'histoire, dont on la préserve ou dont on l'oublie? C'est une excellente question. Et comment est-ce que la redécouverte, la mise en valeur de ces histoires-là, ça pourrait peut-être changer notre regard sur l'histoire de l'Afrique précoloniale et même plus largement sur les différentes façons dont les villes et les sociétés se sont développées dans le monde?